Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Au programme du podcast d'aujourd'hui, on va aborder un sujet assez spécifique, comme vous aurez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Ryan Garcia, Gervonta Davis, Devin Haney, Teofimo Lopez. La jeune génération semble avoir pris le pouvoir sur la catégorie des légers et négocie des arrangements dont Lomachenko ne semble pas plus faire partie. Est-ce qu'il a un avenir chez les légers ? Est-ce qu'il doit s'obstiner ? Est-ce qu'un retour chez les superplumes ne serait pas le meilleur compromis pour lui en termes d'opportunités et aussi pour nous en termes de spectacle ? Au cours de ces derniers jours, on a beaucoup parlé des poids légers et particulièrement d'un potentiel combat entre Ryan Garcia et Gervonta Davis. On a aussi parlé de Devin Haney ou de Teofimo Lopez. Il y a eu des débats sur qui Ryan Garcia pourrait prendre avant de se mesurer au poulain de Mayweather, où d'autres noms de la catégorie ont pu être évoqués, Kambosos, Linares, Nakatani, et au final, un constat, quand on parle de cette caté, on ne parle quasiment plus de Lomachenko, sauf pour évoquer une revanche qui ne viendra jamais contre Teofimo Lopez. Alors, Loma a-t-il fait son temps chez les légers et doit-il redescendre chez les superplumes ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui à travers plusieurs indicateurs. La première problématique, elle est intrinsèque à la catégorie et à sa structure actuelle, qui risque de mettre Lomachenko en difficulté pour avoir des combats. Il y a des boxeurs jeunes qui sont super hypés, très marketing, qui ont une vraie aura médiatique, alors qu'ils n'ont pourtant pas encore fait de gros combats. Je parle de Ryan Garcia, de Gervonta Davis, de Devin Haney, comme j'ai dit précédemment. Ces boxeurs-là, on les encense et on les juge sur leur potentiel, mais à date, ils n'ont jamais affronté quelqu'un de consistant, ou en tout cas d'assez consistant pour qu'on puisse juger de leur niveau réel, même si bien sûr leur potentiel il est clairement là. Gervonta, à la limite, il a affronté Pedraza ou Santa Cruz, qui a de l'expérience mais qui n'était pas forcément dans un rapport idéal au moment de leur confrontation, par rapport à la catégorie où lui venait des plumes, là où Davis venait des légers, et Gervonta pour le coup il a 26 ans, donc c'est normal aussi qu'il soit un peu plus avancé dans la consistance de ses oppositions. Ensuite, Haney et Garcia, pareil, on parle de leur potentiel, mais leur palmarès, il reste faible aujourd'hui. Haney, il a affronté un Gamboa vieillissant, et Garcia, il a passé un premier palier certes en battant Campbell, mais ils n'ont pas encore eu leur top fight. Pourtant, quand on parle de leur éventuel futur combat, on dirait qu'on parle de l'affrontement de super champions. Je disais, l'hypothétique combat entre Garcia et Gervonta, on en entend autant parler qu'un Fury Joshua. Et on va en entendre plus parler que le combat à la catégorie inférieure Berchelt contre Valdez, alors que sur ces combats-là, on est quand même à un autre niveau en termes d'accomplissement. Donc il y a une vraie hype, comme je le disais, autour d'eux, qu'ils ont su construire autour de leur potentiel et de leur aura, et même pas encore lié à leur statut de combattant référence en fait aujourd'hui. Donc attention, je critique pas du tout leur niveau, je dis juste que c'est impressionnant ce qu'ils ont déjà su construire comme engouement autour d'eux à ce stade déjà de leur carrière où de jeunes espoirs font autant de bruit que des champions confirmés actuels. Le jour où ils vont ajouter des palmarès à leur CV, l'engouement je pense qu'il sera vraiment incroyable. Mais du coup, ces boxeurs-là, ils ont aucun intérêt à faire redescendre cette hype justement, et le problème c'est qu'aujourd'hui Lomachenko, il est trop dangereux, et qu'en plus, il a plus rien à offrir puisqu'il a plus de ceinture. Donc ces mecs-là, ils ont aucun intérêt à affronter à ce stade Lomachenko, alors que c'est maintenant que lui, il en aurait besoin. La meilleure preuve et la meilleure illustration, c'est qu'ils font déjà tous leur sauce dans leur coin. On parle des futures probables oppositions Garcia Lopez, Garcia Haney, Lopez Haney. Et même s'ils venaient à attendre un peu pour faire ces combats-là dont on parle, ils iraient plutôt piocher d'autres profils pour gonfler leur bio et leur palmarès en prenant un risque limité plutôt que Lomachenko. Et justement, ces autres noms, qui seraient aussi des adversaires potentiels pour Lomachenko, on peut se demander qui c'est. Alors si on regarde le top 10 de BoxRec chez les légers, on se rend vite compte que les opportunités, elles sont pas folles. Lopez, bien sûr, c'est même plus la peine d'en parler, il accordera pas de revanche, il l'a assez répété pour qu'on l'ait compris. Ensuite, quand on exclut donc les Haney, Garcia, Gervonta dont on a déjà parlé, il y a Richard Commey, mais Commey c'était la porte d'entrée de Lopez pour aller affronter Lomachenko. Et c'est en le battant qu'il a eu le droit à son combat contre Loma. Donc ce serait vraiment un retour en arrière assez marqué pour lui de l'affronter maintenant. Et Commey aussi, il est en phase de reconstruction, il a perdu contre Lopez, et là il va affronter Jackson Marinez, et en plus il a 33 ans, donc à voir, mais ça semble difficilement montable.
Ensuite, on a Kambosos, mais lui, il est déjà mandatory contre Lopez, et ça devrait a priori se faire. Je pense que Lopez va le rooster, et du coup, après ça, quel intérêt en fait? Parce que Kambosos, j'ai vu son dernier combat contre Selby, franchement, ça fait pas rêver. Ensuite, on aurait justement le Lee Selby en question, mais qui vient de perdre contre Kambosos, donc ici aussi, quel intérêt? Après, derrière, on a Linares, mais Lomachenko l'a déjà battu et dans un combat pour une ceinture. Donc là aussi, quel retour en arrière ce serait de le recombattre et en plus avec aucun enjeu derrière. Enfin, on a Fortuna ou pourquoi pas, franchement, ce serait peut-être le plus faisable et le plus intéressant. Et il y aurait aussi, si on tire un peu jusqu'au top 11, un Nakatani, parce que lui, s'il veut une chance mondiale, il faut qu'il frappe fort. Et vu les arrangements actuels, Lomachenko, ça pourrait être un nom pour lui, mais ça reste aussi risqué. Et il ferait mieux d'aller sur un Linares, lui pour le coup, que de se mesurer à Lomachenko. Donc déjà, si on fait une première synthèse niveau combat excitant, il n'y en a pas beaucoup pour Lomachenko à cette catégorie. Et si on réduit à ceux qui semblent faisables, c'est carrément minuscule. Aussi, on le voit assez vite, si on check le rapport entre ses opportunités et ses ambitions, d'avoir des combats susceptibles de le faire redevenir champion, et surtout champion unifié, c'est assez bouché. Parce que justement, Loma l'a dit, dans une interview sur sa page Lomus, qu'on a décrypté et analysé dans un précédent podcast, ce que lui, il veut, c'est être champion undisputed, avoir toutes les ceintures. Mais pour faire ça chez LG, il faudrait qu'il compte sur des éléments externes et qu'il parvienne à accrocher un matching qui est quasi impossible en fait aujourd'hui. Il faudrait qu'il décroche un combat contre Gervonta ou contre Ane, qui ont des semi-ceintures respectivement WBA et WBC. Alors pour comprendre où on en est dans le bordel des ceintures chez LG, je vous invite à aller voir la page Instagram Gants de Boxe, donc avec un 2 en chiffres et Gants sans S, où il explique vraiment très bien en story sauvegarder où on en est et les complexités qui existent sur les ceintures dans cette catégorie spécifiquement, donc ça peut aider à y voir plus clair. Et ces ceintures-là donc, que détiennent Gervonta et Ane, donc qui sont des ceintures pas vraiment régulières mais qui sont un peu intermédiaires, elles pourraient quand même le rendre mandatory le jour où Teofimo Lopez monterait de catégorie, ce qui risque fort d'arriver, et où il abandonnerait potentiellement ses titres qui seraient du coup à se répartir entre les membres de la KT. En termes de stratégie, du coup il ferait mieux, je pense, s'il veut rester en léger, de mettre le paquet et la pression sur Davis et Ane, plutôt que de réclamer encore et encore la revanche qu'il aura jamais contre Lopez. Et là, quand on voit comme ça s'agite chez les légers, sans que son nom ne soit jamais mentionné, alors qu'il reste le plus gros champion, slash nom, slash palmarès présent dans cette catégorie, ça sent vraiment pas bon pour lui. Mais alors du coup, est-ce que les choses seraient différentes au Super Plume? Est-ce qu'on pourrait avoir 1. Des combats plus excitants à cette catégorie pour Lomachenko, 2. De meilleures opportunités pour unifier enfin cette catégorie? Alors déjà, désolé, mais justement, on a tendance à se faire une hype de malade sur les légers, mais chez les Super Plumes, le monde qu'il y a, c'est vraiment solide, plutôt homogène comparé à ce qui se passe au-dessus, et quand on prend le top 10 de BoxRec, c'est vraiment ultra intéressant. Déjà, on a pas mal de mecs solides, avec de l'expérience et en pleine bourre. On a un Miguel Berchelt, bien sûr, l'impressionnant numéro 1 de la KT et champion WBC actuel. Il y a Joseph Diaz, champion IBF, et il y a aussi Oscar Valdez qui va justement affronter Berchelt très prochainement. Juste un peu en dessous de cela, on a encore des boxeurs de très bon niveau. On a un Tevin Farmer qui a perdu dans une vraie guerre contre Joseph Diaz, qui aurait d'ailleurs dû avoir une revanche, mais qui s'est fait un peu entuber, et qui avait, avant cette défaite, fait quelque chose comme 4 défenses de son titre IBF. On a Santa Cruz, qui reste un bon boxeur malgré sa défaite contre Davis. On en a parlé juste un peu avant. Derrière, on a Carl Frampton, déjà champion dans 2 catégories, qui va bientôt briguer un titre dans la catégorie des Super Plumes, en affrontant celui qui est derrière lui au classement BoxRec, le champion WBO Jamel Herring, qui lui prépare son combat en faisant des sparring avec rien de moins que Terence Crawford. En plus, donc il est petit aparté, Herring il fait 1m78 pour 1m83 d'allonge, donc c'est un peu un ovni dans cette catégorie-là, et l'opposition contre Lomachenko, ça pourrait être super intéressant pour le coup. Enfin, on a des boxeurs en pleine expansion, Rakimov qui va affronter Joseph Diaz pour son titre IBF, Shakur Stevenson qu'on présente plus, médaillé olympique, pépite de la boxe mondiale. On a aussi Yakubov qui lui détient une ceinture WBC internationale qui défend depuis un moment et qui devrait lui donner une opportunité pour être challenger mandatory pour la WBC World. Donc pareil, si on tire aussi encore un peu, on a l'espoir Chris Colbert qui est promu par Top Rank, que je trouve assez impressionnant.
Et si on résume, objectivement, déjà, ça fait de potentielles oppositions ultra motivantes pour Lomachenko. Et moi, je signe direct pour le voir contre un Berchelt, contre Diaz, contre Valdez, contre Rakimov, contre Herring, contre Stevenson. Surtout, dans cette catégorie, ce qui est cool, c'est qu'on a des combattants qui ont déjà atteint un certain stade de leur carrière et qui ont donc plus peur d'affronter des tops. Et de l'autre côté, on a des jeunes boxeurs qui ont faim, qui n'ont pas peur de prendre des risques parce qu'ils ont moins construit cette hype marketing qui serait dur à voir s'effriter comme on peut avoir chez les légers. Il n'y a qu'à voir les oppositions déjà programmées. On a Berchelt contre Valdez, numéro 1 contre numéro 4, Diaz contre Rakimov, le numéro 2 contre le numéro 5, Frampton contre Herring, qui était aussi officiel mais qui a dû être annulé, mais sa reprogrammation est attendue de façon imminente, et là ce serait le 7ème contre le 8ème. On a eu récemment du coup Diaz contre Farmer, donc le 2ème contre le 3ème, donc ça montre que ces mecs là ils se boxent tous dans un périmètre très très serré. Et si on ajoute un Lomachenko au milieu de tout ça, ça peut être un vrai feu d'artifice, et même un Shakur Stevenson l'a déjà récemment provoqué. Donc pareil, les jeunes ils ont faim, ils sont prêts à aller dessus, et ça c'est des choses que les ténors de la catégorie des légers ils se gardent bien de faire, et sur lesquels ils vont pas trop. On a donc une catégorie super plume qui est moins bling bling que les légers, mais qui reste super relevée et très très qualitative. Donc on aurait potentiellement plus de combats de bon niveau pour Lomachenko, même si ce serait peut-être moins challengeant pour lui dans la mesure où il boxerait dans une catégorie plus naturelle. Peut-être que lui, ce qui lui plaisait, c'était aussi ce défi de se mesurer à des gabarits plus solides. Après, Lomachenko en super plume, il est vraiment hyper beau à voir boxer, il donne vraiment l'impression de voler sur le ring. Il combattrait aussi des adversaires plus dans sa morphologie et similaires en termes de taille, aux alentours d'1m70. Ce serait aussi des physionomies de combat différentes où on pourrait voir de vrais pluies de coups, comme le combat justement Diaz contre Farmer, et moins tactique et verrouillé pour Lomachenko que plus haut chez les légers où il doit faire super attention. Donc même en termes de spectacle, ça peut être top. Un truc aussi anecdotique mais qui est assez marrant à relever, c'est dans ce top 10 des super plumes, on retrouve 6 gauchers comme Lomachenko, et donc c'est assez rare pour être souligné d'avoir plus de gauchers que de droitiers. Et donc pour finir, maintenant qu'on a parlé des opportunités de combat et de spectacle, parlons de ce qui intéresse fondamentalement Lomachenko, c'est la possibilité d'unifier la catégorie, ce qu'il avait déclaré qui n'était pas faisable à l'époque où il était monté chez les légers et qui justifiait son choix, et quel chemin est-ce qu'il devrait emprunter pour le faire. Alors là, pour le titre WBC, on a Berchelt, promu par Top Rank, comme Lomachenko, donc potentiellement faisable. Il faut juste attendre l'issue de son combat déjà programmé contre Valdez pour voir où sera la ceinture. Mais Valdez, justement, Lomachenko l'a déjà battu en amateur. Ensuite, pour le titre WBO, on a Jamel Herring qui est aussi promu par Top Rank. Donc à voir de son côté, par contre, comme pour Berchelt, s'il va conserver son titre, lui contre Frampton. Mais si les deux gardent leur ceinture, ça fait déjà 2 combats potentiellement jouables parce que organisés par le même promoteur potentiellement. L'inconnu, ça reste donc seulement sur l'issue des combats respectifs à venir. Ensuite, pour le reste, donc on a Joseph Diaz, champion IBF, qui lui est promu par Golden Boy, mais avec qui il y a des frictions, donc à voir s'il bouge. Il remet lui aussi bientôt son titre en jeu contre Rakimov. Lui, je connais pas son promoteur, donc je sais pas trop ce qui serait jouable. Enfin, on a Gervonta Davis, champion WBA en super plume. Il est chez Mayweather Promotion et il veut boxer en léger, donc peut-être qu'il va finir par devoir abandonner sa ceinture, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que qu'il reste en léger ou qu'il passe en super plume, Gervonta, il serait potentiellement une étape obligée, comme on l'a dit avant, soit pour choper sa semi-ceinture WBA en léger et avoir une chance d'être mandatory à ce poids, ou sa vraie ceinture en super plume. Donc ça change pas grand chose, même rien à ce stade. Donc si on fait les comptes, oui c'est pas simple, mais ça pourrait être au final plus ouvert que chez les légers, où les prochaines années pourraient être très verrouillées par la jeune génération en place qui a pris le pouvoir, et ça pourrait faire une nouvelle belle conquête de ceinture pour Lomachenko, au super plume en tout cas. Alors en conclusion, vous l'aurez compris, je pense qu'il y a un réel intérêt pour Loma à retourner chez Super Plume en termes d'opportunités pour lui et de spectacle et de plaisir pour nous spectateurs. Le seul vrai problème, ce serait peut-être lié au fait qu'il puisse vivre ce retour en Super Plume comme un aveu d'échec. Dans sa récente interview, il semblait déterminé à rester chez les légers, mais les petits arrangements récents au sommet de la catégorie, qui semblent l'exclure, donc doivent pousser Lomachenko à réfléchir à un plan B.
Et à titre personnel, un retour chez Superplume, moi, ça m'enthousiasme pas mal, tant le top 10, il a de la gueule, quoi. Voilà, donc c'est tout pour ce podcast, un sujet assez dense, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis, vos réactions et de débattre sur ce sujet. Pour le reste, vous connaissez la chanson. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, suivez-nous aussi sur Instagram, sur la page Antennebox. Je le répète, mais nous suivre sur YouTube, c'est vraiment ce qui nous donne la force pour s'investir dans ce podcast. Continuez à le faire, à le développer. Merci beaucoup à tous ceux qui nous témoignent leur soutien, ça fait vraiment un plaisir énorme, vous vous rendez pas compte à quel point ça met la patate. Donc merci d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Antennebox.